Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez. Nouvelle antenne spéciale consacrée au grand meeting 2022. Après ceux d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen hier, c'est la gauche qui tient le haut de l'affiche ce dimanche. Le communiste Fabien Roussel est à Marseille. Nous suivrons son intervention en direct d'ici une demi-heure et nous la commenterons ensuite avec nos invités. Aujourd'hui, nous accueillons Yves Gégaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et ancien ministre. À vos côtés, Charles-Henri Gallois. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de Génération Frixit. Guillaume Roubaud-Kouachi est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de Fabien Roussel et directeur de la revue Cause Commune. Et puis Florian Tardif nous a rejoint. Bonjour Florian. Bonjour. Journaliste au service politique de CNews. Fabien Roussel a donc donné rendez-vous à ses partisans à Marseille pour son premier grand meeting national. Le candidat du Parti communiste français va défendre son programme baptisé La France des jours heureux. Il est notamment question d'un SMIC à 1 500 €, de 500 000 emplois en plus dans les services publics, d'un revenu étudiant à partir de 850 €, de la nationalisation d'EDF ou encore du triplement de l'impôt sur la fortune, des idées qu'il développera donc en direct tout à l'heure. En attendant, nous, on va évidemment détailler les atouts et les faiblesses de cette candidature et on va d'abord revenir sur la personnalité de Fabien Roussel. Qui est-il? Premiers éléments de réponse dans un portrait signé Marine Mulsey. Fabien Roussel, candidat communiste, défenseur du terroir français. Ce qui ne plaît pas à ses adversaires de gauche. C'est cette gauche qui est un peu coupée du peuple et qui aujourd'hui n'arrive pas à le défendre et ne porte pas ses aspirations. Je veux incarner une gauche populaire, proche du peuple et qui aime bien manger et qui aimerait bien mieux manger. Autre point de divergence pour le candidat communiste, sa position sur le nucléaire, aux antipodes des autres partis de gauche. Nous avons besoin d'une énergie décarbonée, pilotable, et l'énergie nucléaire en particulier. Je suis le seul à défendre cette cohérence économique à gauche. Une proposition pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, le cœur de sa campagne. Le cœur de notre campagne, c'est de reprendre le pouvoir à la finance et de proposer aux Français de construire ensemble la France des jours heureux. Une campagne qui se veut différente de ses adversaires à gauche. Mais pour le moment, le candidat ne se dégage pas. Selon le dernier sondage Opinionway, Fabien Roussel se maintient autour de 3%. Guillaume Roubaud-Kouachi, c'est un grand défi aujourd'hui pour Fabien Roussel. On le disait, entre 3 et 4% des intentions de vote seulement. Et pourtant, il lui faut convaincre les électeurs de gauche égarés que la gauche, la vraie, c'est lui. C'est exactement ça, c'est-à-dire que en même temps, vous dites qu'il est stable à 3-4, forcément. Pour l'instant, on est encore en début de campagne, mais il faut mesurer le degré de notoriété de Fabien Roussel. Il y a encore quelques mois, personne ne connaissait Fabien Roussel. Et là, il y a quelque chose qui se passe. On commence à tendre l'oreille, et plus on tend l'oreille, plus je vois que quelque chose est en train de se passer. Donc je suis très content de ce point de vue, qu'on ait la possibilité d'entendre son programme et de le découvrir. Il est en vente à 3 €. D'ailleurs, je vois que mon collègue là. L'euro, c'est pour la souscription. Donc vous pouvez toujours donner un peu d'avantage. Et on peut le trouver en ligne sur le site de Fabien Roussel, fabienroussel2022.fr. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi l'autre programme qu'on connaît de la France Insoumise, disponible. Il y a bonne communication du côté de cette gauche-là, en tout cas. Sur le défi que doit relever Fabien Roussel, c'est vrai qu'il a le vent en poupe là, ces dernières semaines. Ces déclarations qui ont fait un peu polémique, finalement, lui ont servi. Oui, vous savez, les campagnes électorales, surtout présidentielles, c'est une question de dynamique. Et on voit bien qu'il est dans la dynamique. Il a su casser les codes avec ses petites phrases sur la bouffe et sur le bon vin, le bon fromage et la bonne viande. Ça fera partie des phrases qui marqueront, comme mon ennemi c'est la finance, comme travailler plus pour gagner plus à l'époque de Nicolas Sarkozy. Ça fait partie de ces petites phrases qui déclenchent quelque chose, qui déclenchent un intérêt, souvent une polémique d'ailleurs sur ce sujet, et qui mettent un candidat sous la lumière. Et au fond, Fabien Roussel, moi je l'ai connu lorsque j'étais parlementaire, lorsque j'étais vice-président de l'Assemblée. C'est quelqu'un qui gagne à être connu, qui est intelligent, qui a une belle gueule, ça compte aussi, qui a des yeux bleus, qui a cette façon et qui sans doute veut réincarner à la fois un parti communiste qu'on a un peu perdu de vue, qui est celui qui au fond était le parti communiste qui s'affrontait en mai 68 contre ceux qui étaient dans la rue, qui défend le nucléaire,
qui défend... alors je ne sais pas s'il ira aussi loin, parce qu'il faut quand même se rappeler que Georges Marchais était très anti-immigration, était très violent sur ces sujets-là. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Fabien Roussel rouvre ce débat de cette manière-là. Il a des positions assez fermes sur l'immigration. Mais c'est historique dans le Parti communiste. Je rappelle quand même qu'il y a eu des épisodes violents à l'époque de Marchais contre les immigrés sur ces questions-là. Et l'histoire repasse pas les plats. Peut-être qu'il aura fallu une trentaine d'années après la chute du mur de Berlin, après la chute du communisme qui a au fond plombé le Parti communiste français en l'entraînant dans ses errements, pour voir renaître un parti communiste. Ce qui, moi, me frappe le plus dans les sondages, c'est que sur beaucoup de sondages, il est devant le Parti socialiste, et ça, c'est historique. On sait bien que la grande affaire de Mitterrand, c'était de s'être marié avec plus fort que lui et de l'avoir fait diminuer. Aujourd'hui, il y a une forme de renaissance. Jusqu'où ça ira? Est-ce que ça restera anecdotique? Personne ne le sait. Mais en tout cas, il y a un moment Roussel, et cet après-midi, y compris votre plateau, en est la preuve. Je ne suis pas sûr que dans les dernières échéances où le Parti communiste était présent, il ait eu cette forme de mise en scène et d'écoute. C'est aussi on va peut-être entendre des choses originales. Alors, il y a beaucoup de choses très traditionnelles, quand même, les nationalisation, etc. Mais il y aura peut-être un peu de modernité et ça va être intéressant. Mais sur la candidature même du Parti communiste, c'est ça qu'il faut préciser. C'est pour ça que les militants communistes ont beaucoup de mal sur le terrain et usent de pédagogie pour rappeler que oui, le Parti communiste présente un candidat. Ça fait 15 ans que ce n'était pas arrivé. Oui, c'est pour ça que c'était la volonté de Fabien Roussel de se présenter à l'élection présidentielle. J'ai pu m'entretenir à de nombreuses reprises maintenant avec lui depuis 1 an et demi, et c'était sa volonté de présenter un candidat à la présidentielle, donc du Parti communiste français, tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu de candidature de la part du communisme français, du Parti communiste français, depuis effectivement la candidature de Marie-Georges Buffet qui était en 2016. Et sous la Ve République, quand vous n'avez pas de candidat à l'élection présidentielle, vous n'êtes pas un parti politique. C'est exactement. C'est la réalité de la Ve République. On peut la critiquer, mais c'est la vérité. C'est d'ailleurs pour ça que les socialistes maintiennent contre vents et marées leur candidate, contre même le bon sens, parce qu'ils savent derrière que si vous n'avez pas un candidat, vous avez des risques de ne plus avoir de groupe à l'Assemblée et que c'est le début du délitement. Et je pense que là, il y a un changement de stratégie au Parti communiste qui a compris l'erreur de s'être allié avec Mélenchon. Qui n'était pas forcément celle d'autres communistes qui souhaitaient à nouveau que les communistes se rangent derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, comme il avait fait en 2012 et 2017. C'est vrai qu'il y a un an et demi, lorsque Fabien Roussel commence à évoquer la possibilité d'une candidature communiste au sein de son parti, il y a de nombreux ténors du parti, dont Marie-Georges Buffet, qui étaient contre et qui souhaitaient que, à nouveau, les communistes apportent leur soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a eu un vote, et le vote n'a pas du tout été à 50-50. Le vote oui, après, il y a eu un vote, mais c'est lui qui a commencé à engager la procédure pour permettre une candidature communiste pour 2022. Peut-être un petit mot, si je peux juste un petit mot. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a des fausses traditionnelles. Alors, il y a des fausses nouvelles, évidemment, on en parlera, mais il y a des choses traditionnelles, c'est vrai. Sauf que ces choses traditionnelles, elles sont devenues un petit peu exotiques dans un paysage d'une gauche qui, parfois, on ne sait plus très bien où elle habite. Le communisme est très exotique au XXIe siècle. Non, mais par exemple, vous voyez, cette idée toute simple. Y compris en Russie, vous voyez, le communisme est devenu exotique. Non, c'est pas ça. Je vous l'accorde. Mais là, vous faites de l'humour. Mais simplement, vous voyez, par exemple, quand on dit des choses simples, on n'avait pas du tout prévu cette polémique invraisemblable autour de la nourriture. Il dit, il faut augmenter les salaires, augmenter les pensions, c'est tout à fait basique, pour qu'on puisse manger correctement et qu'on puisse avoir accès au beau, et ça crée une polémique. Donc effectivement, vous voyez que ça dit quelque chose, pas forcément de nous, mais ça dit aussi quelque chose de l'environnement dans lequel on est. Non, mais moi, je parlais des nationalisations, qui sont le truc à peu près le plus ringard qu'on puisse réinventer au XXIe siècle, qui n'a marché dans aucun pays du monde. Vous avez vu, les autoroutes privatisées, c'est beaucoup mieux, c'est vrai. Bravo d'ailleurs à votre famille politique. Non, mais entre l'ultra-privatisation et l'ultra-nationalisation, les deux sont mauvaises. Donc il faut trouver un système mix beaucoup plus harmonieux sur ce sujet. Je ne suis pas opposé à ce que l'État soit présent dans le capital des entreprises, mais on a constaté dans l'histoire que quand l'État gérait une entreprise qui était sur le champ capitalistique, ça marchait jamais. Voilà, donc c'est ça, je disais. On débattra de ça une fois qu'on aura entendu Fabien Roussel. De son idée, par exemple, sur
le travail qui paye, il souhaite donner du travail à l'ensemble des citoyens pour arrêter avec les aides. C'est-à-dire que dans son programme, il prévoit d'augmenter le RSA, il me semble, mais la finalité, et il le dit très clairement, c'est de ne plus donner de RSA. Il est contre d'ailleurs le salaire universel, qui est porté par d'autres candidatures à gauche, tout simplement parce qu'il veut que l'ensemble des Français puissent accéder à un travail et soient rémunérés pour le travail qu'ils font dans notre pays. Il croit au travail, à la vertu du travail. Il est plutôt contre l'idée de l'aide sociale comme modèle de société sur ce sujet. Et en ce sens, je lisais dans je ne sais plus quel journal que c'était le communiste qui plaisait à la droite. Mais au fond, sur ces thématiques-là, c'est assez proche de l'idée que le travail doit payer, etc. Je ne dis pas que c'est un programme de droite, mais c'est assez culturellement à rebours de la gauche de mai 68, de la gauche qui a dominé le pays pendant des lustres, qui était plus une gauche distributrice qu'une gauche qui était fondée sur la valeur travail. Charles Rigallo, vous êtes d'accord avec ça? C'est un candidat qui plaît à la droite? Alors, je ne sais pas s'il plaît à la gauche ou à la droite, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est agréable de voir un candidat de gauche qui parle à nouveau au peuple. Parce que je pense que la grande problématique, c'est que la gauche a abandonné quelque part le peuple. Et là, on voit une gauche qui ne s'adresse plus seulement au boulevard Saint-Germain, mais qui parle à tout le peuple. On l'a vu, il y a effectivement les polémiques qu'il y a eu sur la nourriture, sur le bien-être, sur les salaires. Et ça, c'est important d'avoir cette gauche-là. C'est quelque part une gauche qui renoue avec ce qu'était le Parti communiste d'avant. Avec ses valeurs dites de gauche. D'avant les années 80. Érigées au XXe siècle et fin du et qui a largement disparu maintenant. Maintenant, et on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler quand il va y avoir les discours, je pense qu'il y a de nombreuses limites. On l'a évoqué, pour moi, il y a deux aspects. Il y a deux aspects, en fait, où il y a une limite. Sur l'immigration, je pense qu'il ne va pas du tout aussi loin qu'allait Georges Marchais, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un tweet de Fabien Roussel qui expliquait, en gros, que l'Union européenne devrait accueillir absolument tous les demandeurs d'asile qui venaient de pays en guerre. Or, on sait très bien, et c'était le cas en 2015, n'importe qui arrive sans passeport peut dire qu'il vient de tel ou tel pays en guerre. Et finalement, le droit d'asile a été largement dévoyé. On était sur quelques milliers de personnes avant. 60 000 en 2012, c'était 178 000 personnes en 2019. Donc c'est largement dévoyé. C'est une filière d'immigration à part entière. Là-dessus, il va avoir du mal à récupérer le peuple sur cette question-là parce qu'il est trop tendre. Et après, il y a évidemment la question, il y a plein d'idées sympathiques. Le SMIC à 1 500 €, nationalisation et autres, mais il y a la question du comment le mettre en place. Et là, je pense que la principale limite de Fabien Roussel, c'est sur la question de l'Union européenne, parce que c'est évidemment des mesures qui sont en contradiction totale avec l'appartenance à l'Union européenne, et là-dessus, c'est un petit peu le flou total ou des mesures dont je pense qu'elles sont complètement inapplicables en fait dans le cadre de l'Union européenne et on pourra des mesures qu'on entend d'ailleurs chez Jean-Luc Mélenchon et du côté de la Macronie les demandeurs d'asile. Il a été assez clair, après bien évidemment on peut en débattre. Il a expliqué que l'Europe devait accueillir l'ensemble des réfugiés, qu'il y aurait après des demandes d'asile de la part de ces réfugiés. Et si la demande d'asile est rejetée, il a été très clair récemment, et ça a été critiqué par de nombreux élus de gauche notamment, à partir du moment où vous êtes débouté du droit d'asile, vous retournez dans votre pays. Oui, il a eu des propos assez clairs. Ça, c'est la théorie. Là-dessus, c'est la théorie, mais c'est la pratique. Et après, la pratique, c'est que vous avez l'Union européenne, la jurisprudence de la CJUE, la jurisprudence de la CEDH, fait que même un demandeur d'asile qui est débouté, dans 90% du temps, il reste sur le territoire national. Donc c'est une filière d'immigration à part entière. Et là-dessus, il est très léger. On va laisser notre ami anti-européen finir sa diatribe. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense qu'il va piquer des voix à Marine Le Pen. Et je pense que, moi je l'ai vécu dans la ville dont j'étais maire, qui était une ville où le Parti communiste était très puissant, et on a vu un électorat qui a basculé vers le Front National. Cet électorat populaire, c'est pas la peine de vous en défendre ou de dire non. L'idée que c'est à l'intérieur de la gauche que M. Roussel va prendre son stock est une idée fausse. Je pense qu'il y a un discours populaire du peuple, du travail, d'un certain nombre de vertus qu'il veut incarner, qui ira mordre sur une partie de l'électorat de Marine Le Pen. Il ne faut pas se tromper sur ce sujet. Il est très clair qu'il y a des gens qui se trompent de vote et qui votent pour Marine Le Pen en pensant qu'elle va défendre les intérêts populaires. Nous disons qu'ils se trompent, et effectivement, on appelle à les conquérir et l'ensemble. Et peut-être que dans le sondage, la chute de Marine Le Pen, et peut-être, je ne sais pas, il faudrait l'analyser plus finement, dans le dernier sondage où elle a chuté de 4 points, est-ce qu'il n'y a pas 1 ou 2 points qui seraient des points qui auraient été chez le candidat communiste? Oui, tout à fait, parce que Marine Le Pen, sa grande force d'ailleurs par rapport à ses concurrents à droite, c'est qu'elle parle à la classe ouvrière. La même classe. C'est exactement la même classe. C'est pour cela que la différence, elle est à 94 avec les Alors justement, je vous propose qu'on écoute ce qu'en pensent les sympathisants de gauche.
Je vous propose d'écouter justement ce peuple de gauche qui est à reconquérir. Il est aujourd'hui en train de bouder les urnes parce qu'il se dit déçu par la gauche qui a gouverné, qui n'a donc pas répondu aux attentes. On va écouter quelques-uns de ses sympathisants communistes interviewés par Stéphanie Rouquier à Marseille. Alors pour moi, c'est le candidat parce que les deux dernières présidentielles, on a soutenu Mélenchon. Et là, je me suis senti un peu trahi par Mélenchon. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est Fabien Roussel qui va redonner espoir au Parti communiste et à tous nos camarades qui sont sur le terrain depuis très longtemps. Et pourquoi Roussel à gauche? La meilleure candidature, c'est celui qui pose les vraies questions, y compris que la gauche ne se pose plus depuis pas mal de temps. Le Parti communiste ces dernières années avait un petit peu perdu ses lettres de noblesse, c'était un petit peu éloigné des préoccupations, on avait peut-être un petit peu intellectualisé le débat, on n'avait pas forcément fait les bons choix dans les candidats qu'on avait décidé de soutenir. Fabien Roussel, il parle aux gens et actuellement on le voit dans les sondages, il monte, il passe de plus en plus souvent à la télé et on le voit plus souvent parce que justement il parle aux gens. Et donc Fabien Roussel, c'est mon candidat parce qu'il fait partie de cette gauche qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux et qui tout simplement parle au peuple. Voilà, il parle aux électeurs de gauche. Voilà, le peuple, oui, mais plus largement, c'est-à-dire cette partie de Français que le Parti socialiste n'a pas réussi, a perdu en fait. Oui, c'est la classe ouvrière, on en parlait à l'instant, tout simplement parce que, et je suis l'ensemble des candidats de gauche, c'est le seul à mettre la valeur travail au centre de son discours et au sein de la classe populaire, au sein de la classe ouvrière, même au sein de la classe moyenne. Un candidat qui met la valeur travail au centre de son discours, qui explique lors de chacun de ses déplacements, lorsqu'il prend la parole, que je veux rémunérer le travail à sa juste valeur, eh bien cela parle à un large électorat. C'est Mélenchon. Pourquoi Fabien Roussel plus que Jean-Luc Mélenchon? C'est pas aussi clair que le discours de Fabien Roussel. C'est moins clair sur ce sujet. D'ailleurs, les discours de Jean-Luc Mélenchon sont quand même un peu plus intellectualisés, si j'ose dire, sur cette question. Et c'est moins clair que cette idée du travail, de la valeur travail, de dénoncer les excès. Puis il y a quand même des différences assez majeures avec Mélenchon, notamment sur le nucléaire, qui est quand même une ligne de fracture. C'est la grande différence qui distingue de la France a été à travers la CGT, le grand syndicat du nucléaire français, le grand syndicat d'EDF, qui porte quand même cette stratégie de l'autonomie et de l'indépendance énergétique. Mélenchon n'est absolument pas sur cette thèse-là. Il est sur une thèse très anti-nucléaire sur cette question. Et je pense qu'effectivement, dans ces filets, si j'ose dire, Fabien Roussel va aller rechercher cet électorat ouvrier qui pouvait ou ne plus aller voter, ou s'être perdu dans des votes d'une autre manière. La vraie question, au fond, qu'on ne saura pas trancher aujourd'hui, y compris après ce meeting, c'est jusqu'où ira-t-il Voilà, est-ce qu'il sera celui qui va à un moment rassembler, qui va créer un mouvement, qui peut aller à 5, faire cette fameuse union de la gauche mais tout est possible, parce qu'il y a un moment où, effectivement, il peut devenir le fédérateur, sur ce sujet, et c'est quand même le deuxième élément, sans vouloir être cruel avec personne. On est quand même dans une campagne d'extrême division, de division de l'extrême droite, de division des socialistes, de division de la gauche communiste ou crypto-communiste avec Mélenchon. Je rappelle quand même non, pas de nouvelles expressions, il y en a déjà assez dans cette campagne. Je rappelle quand même que Fabien Roussel faisait la campagne de Mélenchon il y a 5 ans, avec détermination. C'est le même Mélenchon, et c'est les mêmes idées. Donc c'est quand même le signe d'une rupture très forte. Il n'y a pas que l'extrême droite qui s'entretue au couteau. Il y a aussi cette gauche que j'appellerais crypto-communiste, sans vouloir vexer personne. Pas extrême gauche, symbolisé par le choix d'organiser ce premier grand meeting à Marseille, qui est la terre d'élection de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Et aussi, on parlait justement de cette classe ouvrière, de cette classe populaire qui travaille au sein de l'industrie. Pourquoi Marseille ? Premièrement parce que c'est l'une des villes, des 6 plus grandes villes de France les plus pauvres, si ce n'est la plus pauvre. Il y a 4 des 6 plus importants quartiers ou communes les plus pauvres de France. Et deuxièmement, c'est une ville populaire avec une activité industrielle et industrielle importante. Bien sûr. Là, en ce moment, à Marseille, il y a Magid Cherfi, donc du groupe Zebdala, qui s'exprime. Et juste avant, on a eu Sophie Camard, donc, qui est la députée suppléante, et la suppléante de Jean-Luc Mélenchon comme députée, qui vient donc d'appeler à soutenir Fabien Roussel. On a eu, il n'y a pas très longtemps, dans le journal... Ça va être joyeux, entre le suppléant et... Non, mais voilà. Et dans le journal du dimanche, il y a eu beaucoup de partisans de Montebourg qui ont également appelé à soutenir. Je crois effectivement que la question que vous avez soulevée, c'est-à-dire, est-ce que Fabien Roussel est en capacité ou non de fédérer les communistes et au-delà, c'est une vraie question. Et en tout cas, on a des signes en ce moment qui semblent l'indiquer.
Tout est possible, effectivement, de ce point de vue-là. Pas d'être au deuxième tour, je ne voudrais pas casser une de vos ambitions, mais de faire un score plus que significatif, de dépasser, de faire se vider un peu le fonds d'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Il faut donner de la force à ces propositions qui sont là, sur le SMIC, l'augmentation des pensions. Sur le SMIC, ce n'est pas la différence avec les autres candidats, puisque l'ensemble des candidats de gauche proposent 1400, 1500 euros. La vraie question est... François Hollande, avec on a mis c'est la finance, ce genre de problème, ça ne les empêche pas très loin. La vraie ligne de fracture, et on en a parlé, c'est évidemment pour moi sur le nucléaire. Et là-dessus, en fait, ça montre l'attachement de Fabien Roussel à la problématique du pouvoir d'achat. Parce que quand on dit de façon complètement idéologique qu'on peut se passer du nucléaire du jour au lendemain, évidemment, il y a des impacts sur le pouvoir d'achat des Français avec un coût de l'énergie qui va exploser. Évidemment, il y en a sur l'industrie. Et donc l'industrie qui, normalement, les plus grands gains de productivité sont là. Donc le pouvoir d'achat de demain. Cette question du nucléaire, elle est centrale et je pense que Fabien Roussel fait un choix raisonnable, là où Jean-Luc Mélenchon est dans l'idéologie. Donc ça va finalement dans cette optique de ça pouvoir d'achat. Ne va pas l'aider à conquérir des voix qui pour l'instant s'orientent vers Yannick Jadot, par contre. Ah non, pas du tout. En fait, il a coupé quelque part avec, comme je disais, avec la gauche Boulevard Saint-Germain. C'est sûr que c'est pas la gauche. Pour faire l'union de la gauche, il faudra aller un peu plus loin si on veut convaincre c'est pas la gauche d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot qui ont le fait. Mais pour moi, Yannick Jadot n'est pas un écologiste. Parce qu'en fait, quand vous êtes écologiste, mais que vous soutenez l'Union européenne, donc le libre-échange total, quand vous soutenez la sortie du nucléaire, vous êtes anti-écologie en tant que tel. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans le nucléaire. Et donc sur cette option-là, je pense que Fabien Roussel fait un choix qui est réellement écologique, qui est celui de soutenir le nucléaire. Et ceux qui ne le font pas, notamment Yannick Jadot, on ne peut pas appeler des écologistes. En fait. On a une ambition écologiste. Le fait de soutenir le nucléaire, c'est justement aussi parce que c'est une gaufre décarbonée. C'est une gaufre décarbonée. Une énergie décarbonée, voilà. Révélateur. Non, mais c'est vrai qu'il y a un retour de la question du nucléaire qui est d'ailleurs assez brutal et qui est réapparu dans le débat politique. Le président de la République s'en est emparé. Les candidats de droite l'ont réaffirmé alors qu'ils avaient le nucléaire honteux pendant de nombreuses années. C'est tout à fait réel. Effectivement, le Parti communiste, qui a toujours été pour le nucléaire, via la CGT, via EDF, via aussi ce lobby puissant, retrouve un champ, et que ceux qui sont contre le nucléaire et qui, au fond, essayent de croire qu'on pourrait faire sans cette énergie décarbonée, qu'on pourrait aller vers une indépendance énergétique, je pense que là, ils vont être à rebours de l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement. Souvenez-vous, quand Hollande a fermé Fessenheim, mais pris la décision de fermer Fessenheim, il n'y avait pas cette question. Les pro-nucléaires étaient honteux et les autres applaudissaient. Ça s'est totalement inversé en 5 ans, cette question-là. Parce qu'on a vu effectivement l'augmentation du prix de l'énergie, parce qu'on a vu notre dépendance au gaz russe et de se dire si on dépend que du gaz russe, ça va être terrible. Et parce qu'on a bien compris que même si on fait beaucoup de renouvelables, il faut une énergie pilotable propre, et que l'énergie pilotable propre, elle s'appelle l'énergie nucléaire. Et plus largement, on pourrait dire la même chose. Parce qu'on a vu ce qui se passait en Allemagne, à vouloir trop rapidement mettre fin à ce type d'énergie et basculer vers une énergie. Ça redonne la crédibilité à un discours qu'a toujours tenu le Parti communiste. Au fond, le Parti communiste, l'histoire le rattrape sur ce C'est la même chose sur l'industrie. Moi, je me souviens pendant très longtemps, on théorisait, pas nous, mais justement sur une France aux industries. L'industrie, c'est le passé. Et là, il y a eu le Covid, tout le monde s'est rendu compte de l'état industriel de ce pays. Et maintenant, effectivement, ce que nous disions il y a un certain temps et que nous continuons de dire a plus d'écho. Effectivement, il faut avoir une ambition industrielle pour notre pays. C'est important pour la France et c'est même important pour les questions environnementales. C'est exactement ce que j'allais dire. Si on produit évidemment localement plutôt que de produire à 20 000 km de là, évidemment que c'est quelque chose qui est écologique. Et quand on parle du coût de l'énergie qui est fondamental tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue du pouvoir d'achat, je pense là-dedans il y a deux problématiques. Il y a évidemment le fait d'avoir fait des renouvelables non pilotables. On a une augmentation du coût de l'énergie, exemple de l'Allemagne, mais il y a toute la problématique parce qu'à l'heure actuelle, on subit un coût. La France ne devrait pas subir ce coût de la hausse de l'énergie parce qu'on a beaucoup de nucléaire. Mais on le subit parce qu'on est dans un marché de l'Union européenne de l'énergie qui est une catastrophe. Non, qui n'est pas qu'une catastrophe. Qui est une catastrophe. Non. Qui est une catastrophe. On va pas faire le débat. Non, on va pas faire des débats, mais qui explique la hausse du coût largement parce que la façon de calculer le coût, c'est l'unité marginale. Le Frexiteur que vous êtes vient mettre sa sauce. C'est une réalité. Surtout. Vous pouvez le nier, c'est une réalité. Le marché de l'électricité a fait augmenter le coût de l'énergie. Je ne nie aucune réalité. Il y a une réalité
réalité, c'est que l'interconnexion des réseaux européens et le fait qu'il faille aller vers une énergie européenne, une autonomie européenne de l'énergie, nous protège. Parce que sinon, il y a bien des moments où nous aurions été en difficulté si nous n'avions pas eu cette interconnexion. Alors, je voudrais qu'on revienne au sujet du jour. Je sais que vous ayez essayé à chaque fois de défendre un autre combat qui est celui du Frexit, mais là, vous n'avez pas tout à fait... Non, c'est pas une question du Frexit, c'est vraiment le fonctionnement du marché de l'Union européenne de l'énergie et le calcul du coût de production. Vous savez, l'interconnexion européenne. Allez, messieurs, nous protège. On va revenir à l'événement du jour, ce premier meeting de Fabien Roussel qui devrait s'exprimer d'ici quelques minutes en direct de Marseille, discours que nous suivrons en direct. Je voulais vous soumettre cette comparaison du vote des électeurs socialistes sur les 4 dernières élections présidentielles publiées dans le JDD. Aujourd'hui, assez intéressant puisqu'on constate qu'une part importante des électeurs de Lionel Jospin en 2002, de Ségolène Royal en 2007, de François Hollande en 2012 penche en 2022 pour Emmanuel Macron. Là, on se rend compte aussi un peu plus largement de cet état de la gauche qui ne veut pas rester à gauche ou qui va vers le centre-gauche et en même temps... ça ne vous inquiète pas un peu, ça? Si, on voit bien que c'est toute la stratégie Macron, c'est-à-dire le fait d'avoir entretenu et caressé une extrême droite forte, c'est pour essayer de rabattre toute une partie de l'électorat qui est à gauche et très sensible, et nous les premiers, à ce danger-là. Donc il essaye de faire voter à gauche des gens qui ne veulent pas de sa politique, parce que sur la politique qu'il met en œuvre, il n'y a pas de soutien à gauche, c'est pas une politique de gauche, c'est assez clair, mais... Par peur de l'extrême droite, ils font ça. Je pense qu'ils font un mauvais calcul parce que en renforçant Macron, finalement, on n'arrive pas à faire reculer l'extrême droite. On n'y arrivera pas. C'est pas avec une politique injuste qu'on va réussir à faire reculer l'extrême droite. C'est pas vrai. C'est le vote castor en fait. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a rien à proposer. Il veut être en face de Marine Le Pen au deuxième tour et de dire regardez, il faut faire barrage et donc voter pour moi. C'est quelque part, ça serait un scénario qui est horrible parce que ça serait à chaque fois un vote par défaut des uns et des autres qui voteraient plus par rejet que par adhésion. Et malheureusement, si on regarde la situation politique, si l'élection était demain, c'est ce qui arriverait. Mais il faut espérer qu'il y ait un sursaut et il y ait d'autres propositions et un vrai vote d'adhésion qui demain soit au rendez-vous. Non, mais ça veut dire que cet électorat de gauche, non seulement il est déçu par la gauche au pouvoir, mais finalement, quitte à redonner sa chance à des partis qui restent à gauche, se détourne carrément de... Ce que moi je crois, c'est que notre classement pratique dans notre cerveau de vous êtes à gauche, c'est l'électorat de gauche, vous êtes à droite... Oui, on a compris que ça avait un petit peu explosé depuis 5 ans, mais il reste des valeurs profondes dans certaines familles françaises. Les gens qui avaient voté pour la gauche, pour Hollande, pour qui votent-ils aujourd'hui? Il y a des gens qui vont effectivement voter pour Emmanuel Macron. Je rappelle quand même qu'il était ministre de gauche de François Hollande. Il n'est pas venu d'une autre planète sur ce sujet-là. Mais ce que je veux dire aussi, et on le constate vraiment, moi j'ai fait longtemps, mais je n'en fais plus aujourd'hui de la politique, c'est que les gens sont beaucoup plus libres. Attention, alors Fabien Roussel arrive, donc on va peut-être... Non, mais je vous préviens qu'on va sans doute vous couper la parole. Comment dire, les origines électorales des gens sont beaucoup plus surprenantes qu'on ne l'imagine. Et qu'il y a une liberté de voter une fois pour Mélenchon, une autre fois pour Marine Le Pen, une troisième fois pour Macron. Oui, mais alors ça n'aide pas les candidats, comme Fabien Roussel qui doit prendre la parole pour convaincre et élargir son électorat. Mais vous avez raison, mais c'est une réalité dans l'abstention aussi de l'électorat populaire de gauche. Il est dans l'abstention, il est pas chez Emmanuel Macron. Une volatilité beaucoup plus forte. Il y a des électeurs qui s'abstiennent dont on ne sait pas où ils iraient s'ils allaient voter. Et je crois que nos grilles de lecture qui sont plaquées sur le modèle gauche, droite, libéralisme, socialisme, voire communiste, sont des grilles de lecture qui ont quand même bien explosé en vol. Ce qui fait que très souvent, d'ailleurs, quand on se réveille au lendemain d'une élection, on a des vraies surprises parce que l'électorat est beaucoup plus volatile. Mieux vaut les avoir anticipés. On cherche à faire l'ensemble des candidats à gauche capter l'électeur qui, pour l'instant, s'abstient ou s'est abstenu lors des dernières élections présidentielles, régionales ou municipales. On voit très bien que, et on le verra peut-être lors de la prise de parole de Fabien Roussel dans quelques instants, le discours, la tonalité de son discours est ce qu'il appelle les électeurs qui se sont abstenus récemment lors des précédentes élections à se saisir de cette élection présidentielle pour potentiellement changer le destin de la France et changer leur propre destin. C'est en tout cas le discours qui est tenu notamment à gauche par Jean-Luc Mélenchon. Il a tenu ce discours-là il y a quelques jours à Tours où pendant 1 heure quasiment il a expliqué aux militants qui étaient dans la salle et aux personnes qui le suivaient à distance. Il suffit d'un bulletin de vote pour faire basculer une élection présidentielle. Il est vrai que c'est une maxime qui peut résonner au sein de l'électorat français. Mais voilà la finalité à gauche de l'ensemble des discours, tenter de capter cet électorat qui pour l'instant s'abstient. Et c'est très certainement le défi de l'ensemble des candidats. Il vient de grimper sur scène, on va l'écouter.
Voilà pour le discours de Fabien Roussel qui a organisé son premier grand meeting national en direct de Marseille. On va revenir dans le quart d'heure qui nous reste sur quelques-unes de ses interventions. On va les commenter évidemment avec nos invités. D'abord Florian Tardif, ce que vous retenez vous de cette allocution? D'abord, 3 points. Fabien Roussel a un programme de gauche, très clairement, qu'il a décliné, qu'il assume, le triplement de l'ISF, la revalorisation du SMIC, ou encore sa volonté d'engager donc 500 000 fonctionnaires supplémentaires. Un programme en rupture par rapport à d'autres candidats de gauche. Je vais citer un exemple sur le nucléaire. Il défend donc dans le mix énergétique la part du nucléaire, une part importante donc pour lui. Et troisième point important selon moi, dans la défense de ce programme, en rupture donc avec certains candidats de gauche, le fait qu'il assume donc et qu'il défend une république laïque. Il a terminé d'ailleurs son discours sur ce point. Il combat l'intégrisme islamiste, a-t-il dit, de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus ferme que les autres candidats de gauche. Il a cité ce qui s'était passé avec les attentats de Charlie Hebdo, avec Samuel Paty, ou encore un hommage à ces combattants kurdes donc, qui combattent l'intégrisme islamiste. On va écouter un premier extrait de son discours, si vous voulez bien, parce que dès le début de son allocution, il s'est adressé, on sait que c'est important, et aux indécis et aux abstentionnistes. Écoutez. C'est à toute la France que je m'adresse. Et je ne demande à personne sa carte d'identité politique. Vous qui m'écoutez, je ne vous demande pas pour qui vous avez voté auparavant. Je ne vous demande même pas si vous avez voté un jour ou si vous avez voté tout court. Et j'en rencontre tellement d'ailleurs qui ont renoncé à voter, qui ont voté un jour pour l'un, un jour pour l'autre, et qui aujourd'hui n'ont plus confiance dans la politique. Alors, oui, je vous le dis, quel qu'ait été votre choix auparavant, vous êtes ici les bienvenus pour peu que nous partagions ensemble de renouer avec la France des jours heureux et du bonheur partagé. Guillaume Robocochet, on fait table rase du passé, vous avez voté pour quelqu'un ou pour personne, ça m'est égal, venez nous rejoindre si nous avons les mêmes valeurs. Il est là le grand défi. C'est le programme, si vous êtes pour ça, pour une France où on respecte le travail, où on donne des salaires justes quand on travaille, une France où on fait reculer le chômage, eh ben oui, il faut donner de la force à ça. Et puis peu importe ce qui s'est passé par le passé. Les valeurs de la gauche sont bien présentes et uniquement présentes d'ailleurs au Parti communiste français. C'est ça le message qu'on adresse en tout cas à cette gauche éparpillée? Pas comme ça, nous on ne dira pas que les valeurs de la gauche sont uniquement présentes au Parti communiste, mais enfin elles sont clairement présentes au Parti communiste, et si on veut de la clarté, si on veut de l'audace, si on veut répondre aux besoins du pays, ben oui, il faut donner de la force à cette candidature et en faire la surprise. Charles-Henri Gallois, Yves Gigot, vous avez été convaincu par cet appel de Fabien Roussel. Il a réussi son pari d'aller convaincre et la gauche et au-delà. Je pense que c'est... Pardon. Non, mais moi je suis très circonspect. C'était réussi sur la forme, mais... C'est pas un discours de gauche, c'est un discours communiste. C'est un discours communiste. Quand il décline ses points, c'est le programme traditionnel du Parti communiste. Sur ce sujet, l'ISF, la chasse aux fraudeurs, enfin, cette démagogie purulente qui ne marche dans aucun pays du monde. Mais ce qu'a dit Fabien Roussel ce soir, ça marche dans quel pays ? Et vos solutions, elles marchent dans quel pays? Dans la France? Je ne sais pas de politique. Ça marche dans quel pays? Non, mais ça marche dans quel pays du monde? Ça ne marche dans aucun pays du monde. Un peu d'humilité. L'humilité devrait être ceux qui reprennent des vieilles lunes qui n'ont fonctionné nulle part pour essayer de nous faire croire que demain il fera beau, que demain il y aura des jours heureux. Qu'est-ce qu'on a entendu ce soir? On a entendu un roussellement de démagogie. On a entendu très bon jeu de mots, soit dit au passage. Il était très inspiré, Fabien Roussel. Une promesse non financée. On va aller chercher les riches, l'argent, et puis on sera heureux, puis on mangera bien, puis on aura des bons salaires. Mais ça ne marche nulle part, ça ne peut pas marcher. C'est romantique à souhait. Mais je pense qu'il a raté son exercice parce que justement, c'était pas le réalisme qu'on imaginait dans ces petites phrases et il est redevenu un communiste et si j'ose dire un sous-Georges Marchais, un peu moins drôle que Georges Marchais dans ses Mais Yves Gigot, toutefois, est-ce que le contexte dans lequel nous vivons et que cette crise sanitaire qui affecte de nombreux Français ne soutient pas un peu, donne un peu plus d'écho à ce projet que vous qualifiez de plus de communiste que de gauche? Je pense qu'il ne serait pas revenu sur les vieilles lunes du Parti communiste. Peut-être que
en arrivant sur ce plateau, je me disais, tiens, il a quelque chose, il va réinventer une gauche, il va moderniser les choses. Il n'y avait rien de moderne. Et il y avait surtout... Je suis rassuré, M. Chego, je suis rassuré. Au moins, vous voterez pas Roussel. Il n'y avait aussi aucune démonstration de la faisabilité. Et toutes ces vieilles de lune, on va chercher l'argent chez les riches et on va traquer la fraude fiscale et puis on fera couler de l'argent à flot sur le pays, ça n'a marché nulle part et ça n'a marché dans aucun pays du monde. Même si ça vous déçoit que ça n'ait jamais marché, c'est une réalité. Alors justement, il est vrai que dans le financement potentiellement de ces mesures, il aurait pu s'appuyer justement sur l'une de ses promesses, et l'une des promesses qu'il a formulées lors de son discours tout à l'heure, c'est la réindustrialisation du pays, sur le tissu industriel, sur le fait qu'on pas un mot de comment il va faire, pas un mot de comment on va financer des usines, pas un mot de comment on va financer il a parlé de chaudronniers, de gens, il a raison, comment on va faire pour financer ça et faire tomber à 32 heures dans la fonction publique. Des gens qui ne sommes pas sérieux. Ah non, Combien y a-t-il de centaines de milliers de Français qui vivent avec un maire communiste? Ces villes ne sont pas en faillite. Il paraît même que le meilleur maire du monde, il s'appelle Philippe Rio, il est maire communiste de Grigny. Ne prenez pas pour des vents qui ne savent pas gérer. À la Libération, le ministre de l'économie, c'était un ministre communiste et ça a été le début des 30 Glorieuses. Alors arrêtez de nous dire qu'on ne sait pas gérer. Alors je vous propose de l'écouter sur justement cette théorie du ruissellement. Yves Jégo, s'il vous plaît. Plus aucun département, mais ça va changer. Vous aurez de quoi commenter encore quelques minutes. Je vous propose d'écouter justement Fabien Roussel sur sa théorie du ruissellement et non du ruissellement. Ce sont les riches qui nous coûtent cher. Ce qui coûte cher, je rigole d'avance, ce qui coûte cher, c'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Alors, vous y croyez, cette théorie du ruissellement? Elle peut réconcilier la France avec sa situation économique? Déjà, force est de constater que globalement, dans le discours, en fait, Fabien Roussel a des aspects par-ci, par-là sympathiques, disons un petit peu plus que ne peut l'avoir par exemple la madone du wokisme, Christiane Taubira. On voit qu'il y a un potentiel de prise vis-à-vis des classes populaires et ça, il faut le souligner. Maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre de cette théorie du ruissellement, je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit. En fait, on a du mal à voir comment il va faire parce que la réindustrialisation, quand il nous dit également qu'il faut protéger des pays avec des salaires à bas coût, donc ça veut dire faire du protectionnisme. Quand il nous dit également qu'il va aller chercher la fraude et l'évasion fiscale, j'ai l'impression que la gauche ne voit que la fraude et l'évasion fiscale et la droite ne voit que la fraude sociale. En l'occurrence, il faut lutter contre les deux. Mais comment il va faire dans une Union européenne de libre circulation des mouvements de capitaux? En fait, ça n'existe pas et on en arrive à la conclusion de son discours qui était de nous dire, effectivement, nous, on va tenir, on va faire une Europe des nations et on va désobéir au traité, on va tenir face au traité. Mais ça, concrètement, comment vous faites? Ça n'existe nulle part ailleurs, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché nulle part ailleurs. Tsipras s'est couché parce que ça ne marche pas. Je pense que l'honnêteté intellectuelle et quelque part l'aspect démocratique voudrait plutôt dire, écoutez, je vais essayer de renégocier ces traités. Moi, je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Mais parce que je suis démocrate, derrière, je vais faire exactement ce qu'ont fait nos alliés britanniques. Je vais faire un référendum sur la transparence sur l'Union européenne. Et regardez Boris Johnson. Boris Johnson n'est pas un travailliste. Il fait une politique plus sociale que ne faisait le Parti socialiste en France parce qu'il a fait le Brexit. Regardez 48 hôpitaux qui ont été construits. Regardez 2 hausses du SMIC qui sont absolument sensationnelles. Et Boris Johnson peut le faire parce qu'il s'est émancipé de l'Union européenne. Donc en fait, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir comment vous faites. La théorie du ruissellement, et elle est intéressante, de cette théorie du ruissellement, sauf que le problème c'est que pour que la théorie du ruissellement, qui est l'augmentation des retraites, l'augmentation des salaires, il faut également que le ruissellement fonctionne, c'est-à-dire que nous ayons de la création de richesses dans notre pays et que cela ruisselle parce que si vous voulez augmenter les salaires, il faut de la création de richesses, il faut que les entreprises puissent augmenter aussi les richesses. Donc on ne peut pas avoir le ruissellement en opposition au ruissellement, c'est-à-dire que le ruissellement fonctionne si le ruissellement fonctionne également. Alors attendez, laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous ne dites pas avec quel argent d'ailleurs. La nationalisation, c'est pas gratuit. Ah, mais écoutez, justement, une fois que vous avez un pôle financier, vous pouvez entraîner l'économie de manière forte en développant une politique de crédit qui dit, par exemple, parce que vous parlez des charges, une entreprise, elle a des charges bancaires, des charges de crédit. On peut moduler les taux en disant, si vous faites une politique qui est bonne pour l'emploi, on vous aidera. Si c'est l'inverse, on fera l'inverse. Et un petit mot que je voudrais donner. Ça va pas durer, il y a l'inflation, je sais pas si vous avez noté, M. Jégo. Je sais que vous vous posez un peu en grand sérieux avec moi, qui serait un rigolo, mais c'est pas comme ça. Et un tout petit mot quand même rapidement. Je trouve que vous manquez d'ambition
pour notre pays. Vous me dites, ça n'a jamais été fait. Et alors faisons-le. Pas parce que ça n'a jamais été fait qu'il ne faut pas le faire. Vous voulez toujours répéter ce qui ne marche pas. C'est quand même terrible. C'est le communisme que vous avez tort. Non, mais il y a plusieurs théories qui sont intéressantes. Le problème, c'est ça n'a jamais marché. confronter à la réalité aussi. Il faut créer des choses. On a créé la sécurité sociale, il faut créer de nouvelles choses. Oui, général de Gaulle. Voilà l'ambition. Ambroise Croizat, ministre communiste. Arrêtez. Pour ce qui est des banques, pour qu'elles financent l'économie, pourquoi vous n'avez pas intégré, ça c'est une vraie question, la séparation des activités de dépôt et d'affaires, qui me paraît bien plus intelligent que de nationaliser une banque. Là, au moins, vous mettez les activités de dépôt pour financer les entreprises, pour financer l'économie réelle. Donc, ce que je ne comprends pas. Et pour l'impossibilité, écoutez, modifier les traités, c'est 27 pays, l'unanimité. Bonjour pour, dans cette grande convergence des paradis fiscaux, pour que le Luxembourg, ou l'Irlande qui vivent on va écouter un dernier extrait, parce qu'il nous reste moins de 5 intéressant. minutes, justement, puisque du point de vue économique, il propose, donc il dit que c'est la première mesure qu'il prendrait au pouvoir, augmenter les salaires, notamment mettre le SMIC à 1 500 € net, et puis les questions de nationalisation. Écoutez. La France des jours heureux, c'est aussi une France dans laquelle votre argent, notre argent, cessera d'être le jouet des boursicoteurs. Oui, nous créerons un pôle public financier grâce à la nationalisation de la BNP, de la Société Générale et d'AXA. Voilà, sacré programme, mais là on va vous dire, ah oui, et ça va être facile à faire ça? C'est toujours la même chose avec vous. Alors, dès qu'on dit qu'il s'agit de faire quelque chose de bien pour ce pays, vous nous dites, vous n'osez pas. Vous pouvez pas. Quand il s'agit de faire un cadeau aux riches en supprimant l'ISF, ça coûtait 3,5 milliards. Personne n'a dit que ça pose un problème. Donc il n'y a pas de souci. Monsieur le professeur d'histoire, vous voulez pas me couper la parole. On va laisser finir Guillaume. Un tout petit mot peut-être. Non mais voilà. Non mais ça va pas être facile à mettre en place. Mais c'est rien. Regardez ce qui était proposé par la gauche, je vous dis, en 81. Oui, mais on se souvient des. On a vu le résultat. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que justement après, il y a des gens comme vous, des alliés avec vous, qui ont dit ça suffit, il faut se coucher, se plier, écoutez, on arrête tout. Non, il faut avoir de l'ambition pour ce pays. Et nous avons des propositions raisonnables qui peuvent rassembler les communistes et bien au-delà, comme l'a montré ce meeting où on a vu des gens proches de Mélenchon, des gens proches de Montebourg, des gens, même le vice-président du parti radical de gauche. Donc ne nous faites pas passer pour des gens hirsutes. Vous allez nous refaire le coup du communiste avec le couteau entre les dents. C'est démodé, monsieur Gégaud, c'est démodé. Monsieur le professeur d'histoire, vous avez suivi les cours de dialectique avec talent. Mais vous ne réussirez pas à faire penser que vos solutions peuvent marcher. Je le voudrais, qu'il y ait des solutions audacieuses et des gens courageux qui puissent faire marcher des choses qui n'ont jamais marché. Que les jours heureux, Yves Gégaud, on signe tous. On est tous pour. Non, mais comme on dit la chanson, Cadet Roussel est bon enfant. Il vous promet les jours heureux, il vous promet que tout va bien, qu'on mangera bien, qu'on aura des bons salaires. Et la fin des devoirs pour les enfants, que les riches seront taxés, que les pauvres seront enrichis. Mais c'est à la fois chimérique et démagogique, pardon de vous le dire, sur ce sujet, et c'est dommage, parce que une fois de plus, je crois que le Parti communiste vient de rater un tournant, celui de la crédibilité, celui de rentrer à nouveau dans l'histoire en étant crédible sur ce sujet. Et le discours de ce soir, malheureusement, il a raté son objectif de ce point de vue-là. Donc moi je pense que ce discours d'un garçon qui reste sympathique et qui a du talent d'expression, de ses soutiens qui ont une dialectique en diable qui ferait passer tous les autres pour des veules et eux seuls pour des courageux sur ce sujet, ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'en suis désolé, mais je pense que le communisme n'a pas d'avenir. Alors, Gallo. Alors, étonné de votre part. Écoutez, moi je ne suis pas par principe hostile aux nationalisations, mais comme je l'ai dit, il me semble que sur les banques, je ne vois pas l'intérêt. Je pense qu'il y a cette possibilité de séparer les activités qui me paraît plus pertinente et sans gréver effectivement la dette publique. En revanche, là où il y a une nécessité de nationalisation ou du moins de garder un monopole public, c'est évidemment vis-à-vis d'EDF, c'est évidemment au niveau des autoroutes. Là-dessus, je vous suis, mais encore une fois, là, vous avez le carcan de la libre concurrence de l'Union européenne qui va vous arrêter. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dedans, mais il faut aller au bout de la logique. Et la logique, c'est ce référendum. Je me permets juste une petite chose. Ce soir, si M. Roussel était président de la République, c'est des centaines de milliers de PME qui mettent la clé sous la porte. Mais le SMIC à 1 500 € net, ce n'est pas tenable pour les PME françaises. Écoute, en l'état. Mais parce que vous ne prenez que ça dans le programme. Mais je ne prends pas ça. Je prends ce qu'il dit être sa première mesure. Oui, et la conséquence de sa première mesure, ce sera des milliers d'entreprises qui fermeront. Mais non, parce que vous savez, mais bien sûr que oui. Il y a une première mesure, des deuxièmes et des troisièmes. Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui qui se pose. Allez demander aux chefs d'entreprise du département où vous enseignez. Le mot de la fin à Guillaume Roussel, il y a beaucoup de mal à remplacer.
Pour dire un petit mot sur le mot de la fin, on nous dit parfois Roussel est le candidat préféré de la droite. Il se trouve que quand on l'entend, on se rend compte que finalement il a bien un programme de gauche et que ça fait un petit peu remuer. Ça remue un petit peu les gens à droite. Donc effectivement, déjà M. Gégaud a commencé à avaler son croissant. Donc écoutez, on attend. Merci en tout cas d'avoir commenté avec nous ce discours de Fabien Roussel. On va se quitter là-dessus. À suivre Repère de Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit Jean-Michel Blanquer. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. Tout de suite, Repère avec Jean-Pierre Elkabbach.